On continue sur le problème Schrödinger. Alors hier c'était le problème de Schrödinger. Donc aujourd'hui c'est Otto, calcul d'Otto. Donc Otto, Félix Otto, c'est un chercheur qui est à Bonn, je pense, en Allemagne. Alors il a eu cette idée, alors c'est très simple, hein. Donc c'est vraiment, ce que je vais vous présenter, c'est extrêmement heuristique, même s'il y a des résultats qui sont parfaitement rigoureux là-dessus, mais on pourrait passer un bouquin entier là, qui est là-dessus, mais je préfère raconter ça avec les mains, peut-être parce que je ne comprends pas tous les détails techniques, mais c'est peut-être plus agréable comme ça. Donc l'idée est très simple, je reviens sur le contexte d'hier, je prends une variété riemannienne, et j'appelle M, c'est l'ensemble des probabilités sur N. Et l'idée d'Otto, c'est de dire, ben, M, c'est aussi une variété riemannienne et il va décrire la métrique, la Hessienne, la Hessienne de fonctionnel, etc. Et c'est vraiment ça. Alors, il y a plein de résultats hein, pour décrire l'ensemble des probabilités comme une variété riemannienne. Mais lui, il sort le premier, une idée qui est, à mon sens, très bonne et très utile pour un grand nombre de domaines, et en particulier ce que je fais. Donc je crois qu'il y a une note dans les années 1994, quelque chose comme ça, où il va décrire ça un petit peu Otto, mais le gros papier où ça sort, c'est JKO. Donc c'est Jordan, Kinderlehrer, l'erreur et Otto, qui va décrire l'équation de la chaleur comme un flot gradient de l'entropie avec cette métrique particulière. Donc c'est un algorithme qui permet de retrouver l'équation de la chaleur. Donc il y a plein d'algorithmes qui permettent de retrouver l'équation de la chaleur, mais là, celui-là, il semble vraiment pertinent. Donc après, il y a plein de gens qui travaillent dessus. Il y a évidemment Villani. Alors c'est Villani qui lui donne le nom de calcul d'Otto. Alors moi je continue, ça permet de mettre un nom sur un calcul. Ambrosio, Nicolas Gili, Savare, je peux aussi citer Gangbo. Bon, il y en a plein. Hein, et je pense que c'est le livre d'Ambrosio, Gili, Savare qui vont donner une structure assez rigoureuse de ce qu'il fait. Alors, j'ai besoin, donc je suis sur une variété riemannienne, N, donc j'ai un opérateur gradient, j'ai un opérateur divergence que je note comme ça, la divergence, j'ai un Laplacien, div de grade, donc moi je prends le Laplacien des analystes, hein. Je ne mets pas de moins comme j'ai mis ça ce matin, là, c'est la place des analystes. J'ai une intégration par partie. F, qu'est-ce que j'ai comme, de quoi j'ai besoin? Je ne mets pas la mesure riemannienne, hein, voilà, on imagine qu'il y a une mesure riemannienne derrière, on s'en fiche un petit peu. Donc ça, c'est un champ de vecteurs. Ça, c'est une fonction. Et donc, c'est grade f scalaire v, de quoi j'ai besoin. Et puis, j'ai besoin aussi de f Laplacien g, grade f, grade g. Et puis ça, c'est par définition moins gamma de fg. Donc gamma, c'est grade f. Donc ça, c'est le produit scalaire dans ma métrique, la métrique de n, hein, d'accord? Et ça, c'est le carré du champ. Donc c'est l'opérateur carré du champ. Et on note gamma de f, c'est gamma de ff. Donc toutes les intégrations par partie, je suppose que les fonctions soient assez régulières, on peut intégrer patati patata. Voilà, et vu que c'est heuristique, je suppose que je peux faire tout ce que je veux.
Alors tout le calcul d'Otto est basé sur un théorème qui est très important. Et je mets des gros guillemets parce que ce que je vais écrire est faux, mais ça me permet moi que ce soit plus simple pour en discuter. C'est que si je prends T donne mu T un chemin de probabilité, donc c'est un vrai étape chemin. Évidemment, il faut qu'il soit un peu lisse, mais on va en discuter après. Alors, il existe un unique phi t tel que dt mu t moins la divergence de mu t grade phi t. Donc, comme ça, évidemment, c'est complètement faux. Mais c'est pas loin d'être juste. Donc on va essayer de le rendre un peu plus juste, hein, mais on va garder ça en esprit. Donc si on prend n'importe quel chemin, évidemment on suppose que c'est suffisamment régulier, parce que là je prends la dérivée par rapport au temps. Il existe une unique fonction phi t qui va de n dans R, tel qu'on ait cette équation-là. Donc a priori c'est au sens faible. Hein. Donc ici j'ai mon mu t, et puis là, j'ai un vecteur qui va me donner la direction de mu t. Alors si on essaie de rendre le résultat juste, ce qui peut être important, donc je répète, c'est faux hein, ce que j'écris là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ajouter? Premièrement, il faut de la régularité. Alors on peut se débrouiller en faisant des équations elliptiques en se débrouillant comme on peut. C'est-à-dire que si on suppose que le chemin déjà est C1, c'est un plus agréable, on peut définir dt mu t. Donc, a priori, d sur dt de mu t, ben, ça vaut 0, hein, parce que c'est un chemin de probabilité. On imagine, pourquoi pas, que ça peut commuter. Donc, dt mu t, ça vaut 0. Bon. Donc, dt mu t, c'est juste ce machin-là, c'est une mesure de masse nulle. Donc, il suffit en fin de compte, si on veut résoudre ça, mu t, c'est en je confonds mesure et densité ici. Hein. Ce machin-là, si on suppose que mu t est strictement positif, ce machin-là, c'est un Laplacien, si vous voulez, à poids. Et donc, c'est juste une inversion. Phi t, on vu ça, c'est un paramètre. Phi t, c'est juste une inversion d'un Laplacien à poids, et coup de chance, enfin, entre guillemets, vu que ce machin-là, c'est une mesure de masse nulle, on peut réussir en résolvant une équation elliptique, trouver phi t. Alors, déjà, ça impose des conditions un peu rudes sur mu t, qui doit toujours être strictement positif. Et puis, après, on est un peu perdu sur la régularité de phi t, c'est un peu délicat, quoi. Donc ça, au niveau heuristique, on comprend ce qui se passe. Si on va être propre, eh ben, c'est un peu le but du livre d'Ambrosio Gili Savare, c'est qu'ils disent, en fait, il suffit d'ajouter une condition. On suppose que le chemin mu t est absolument continu par rapport à W2, la distance de Wasserstein. Ça, c'est leurs conditions qui mettent pour avoir ce genre de résultat. Ça veut dire quoi? Absolument continu par rapport à W2. Ça veut dire que il existe une fonction, il appelle M, qui va de 0,1. Alors là, j'ai pris un chemin, on va dire dans 0,1. Hein. Donc il existe une fonction M dans 0,1 dans R plus, telle que W2 de mu t mu s M de t de U du. Et ça, évidemment, M
doit être intégrable. Donc là, s'ils supposent ça, donc c'est ça la définition d'être absolument continu, alors ils arrivent par un argument quand même assez simple, démontrer qu'il existe phi t. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'est au sens faible. Donc là, je suis un peu grossier sur le grade phi t. En fait, ce n'est pas forcément un gradient. Donc sous ces conditions-là, si on veut vraiment être rigoureux, on a qu'il existe Vt appartenant à l'ensemble des grades phi, phi appartenant à support compact de n dans R, et puis il faut prendre l'adhérence dans L2 de mu t. Donc voilà, résultat écrit proprement. Ouais. En fait, tu es en train de demander que ton chemin muté il soit rectifiable pour W2. la distance de Vasarstein. Exactement. Et la L, c'est essentiellement ce qu'ils appellent la dérivée. Exactement. Donc, si on veut être rigoureux, il faut que mu t soit absolument continu par rapport à Wasserstein. Et puis là, je suis un peu grossier. Quand je dis que c'est un gradient, ce n'est pas forcément un gradient. C'est dans l'adhérence des gradients des fonctions. C'est infini à support compact. D'accord, pour être rigoureux. Alors, il y a un truc qui me gêne là-dedans. C'est qu'on va définir une métrique qui sera la métrique riemannienne qui va donner la distance de W2. Et pour ça, il faut la distance de W2. Là, il y a un peu, il déconne un peu. Ambrosio, ils n'en parlent pas trop d'ailleurs, Ambrosio, Gilles Savary. Donc moi, je peux proposer autre chose que je préfère. Donc ça, c'est le théorème d'Ambrosio, Gilles Savary. Et une autre méthode, c'est on suppose qu'il existe P, une probabilité dans l'ensemble des chemins de 0,1 dans n. On suppose qu'il existe une probabilité telle que, quel que soit t, mu t, c'est égal à pt. Donc je propose qu'il existe un relèvement sur l'ensemble des probabilités sur les trajectoires, tel que pour tout temps, on a bien égalité, on a bien la projection qui est la bonne. Et, par exemple, l'entropie de P par rapport à R soit finie. Donc ça, c'est un peu plus fort qu'Ambrosio, Gilles Savary, mais ça, c'est juste un théorème de Girsanov. Et ça permet de redémontrer que c'est absolument continu par rapport à W2, et ça permet de faire le travail. Et ça permet de voir que mon entropie d'hier, ça permet aussi de redémontrer ce machin-là sous un biais. Alors, c'est un peu plus fort, ça. Ça contient plus d'informations, hein, ça. Mais au moins, j'ai l'existence d'un relèvement qui a une entropie finie par rapport, typiquement, le plus simple, c'est de prendre la loi du mouvement brownien, ou si vous n'avez pas envie, parce qu'on est dans Rn et que ce n'est pas forcément fini, ben on prend le processus d'Orstein-Uhlenbeck. Bon, on prend un processus pour lequel l'entropie relative est finie, et ça fait le boulot. Et ça, c'est plus ou moins connu, même si c'était oublié, mais c'était déjà quelque chose de présent avant. Donc ça, c'est mon théorème clé. Je vais le garder comme ça, parce que ça me permet d'avoir une notation un peu plus simple, au lieu de dire que c'est un champ de vecteurs qui appartient à l'adhérence de je ne sais pas quoi, je préfère dire, bon, c'est un gradient. C'est quand même plus simple. Donc, je peux définir ce que c'est que la vélocité. Donc, vélocité, ça se dit en français, mais c'est un anglicisme. Hein. Vélocité, ça veut dire une grande vitesse en français. Je crois avoir lu ça. Alors que velocity, en anglais, je pense que c'est plutôt le gradient vitesse, quoi. Mais bon, ça me plaît comme ça. Et je pose mu t point, je prends la notation des physiciens comme étant égal à un grade phi t. Bon, j'ai le droit d'écrire ça comme ça. Donc je refais mon petit dessin. On a notre chemin, et puis mu t point,
c'est ce vecteur-là. Ouais, mais donc si j'ai défini la vélocité, j'ai défini en même temps ce que c'est l'espace tangent. C'est un choix, hein. On est d'accord que l'espace tangent, a priori, c'est l'ensemble des mesures de masse nulle, mesures signées de masse nulle. Par ce théorème-là, je dis, ben, je ne comprends rien à ces mesures de masse nulle, donc je préfère décrire l'ensemble des mesures de masse nulle comme étant un gradient. C'est bon, c'est le choix d'Otto. Donc l'espace tangent, si je prends mu, une mesure de probabilité, l'espace tangent, c'est l'ensemble des grades phi. Là aussi, je fais une erreur, hein. Normalement, c'est l'adhérence dans l'aide de mu. OK? Mais bon, grossièrement, c'est que l'espace tangent, si j'écris la vélocité comme ça, l'espace tangent, c'est ça. D'accord? Donc, il construit après naturellement une métrique. Ça, maintenant, c'est un jeu de Lego. Si je prends deux éléments, grade phi, grade psi appartenant à t mu m, l'espace tangent, je peux décrire la métrique. Et il propose, et c'est là où c'est novateur, on dirait, enfin, si on veut, c'est grade phi, grade psi au point mu, grade phi mu, et ça c'est gamma de psi phi mu. D'accord? Il a défini sa métrique. Donc il y a plein de façons, hein. Vous ouvrez un bouquin de DP classique, le Evans par exemple, PDEs, on peut très bien proposer ça. Ça marche très bien. Ou phi fois psi, on peut proposer pas mal de trucs différents. Et la proposition d'Otto, c'est ça. Donc en particulier, je peux définir la norme de la vélocité, norme au carré, et c'est exactement comme dit Hervé, c'est le plus petit m possible, qui est là-haut, et ça, ce n'est rien d'autre que gamma phi t mu t. D'accord? Alors, pourquoi il a pensé à faire ça, Félix Otto? Félix Otto qui a passé son enfance à Clermont-Ferrand, comme quoi. Ça fait des gens bien, quand même. Alors, c'est vraiment lié à la formulation de Benhamou-Brognier. Donc Brognier est là avec Benhamou, il a fait des théorèmes absolument extraordinaires. Le théorème de Benhamou-Brognier, c'est quoi? Donc W2 carré, distance de Wasserstein, carré entre mu et nu. J'avais donné hier la définition. Donc là, je peux le mettre sur une variété. Donc c'est D gamma de xy avec gamma comme j'ai noté hier. Ça, c'est la formulation de Kantorowicz. Et puis Benhamou-Brognier, alors Benhamou, en tout cas Brognier vient de la mécanique des fluides, il dit je vois bien un transport de fluide pour calculer W2. Et là, ce coup de génie pour démontrer une formule absolument magnifique. Donc il va transporter un fluide. Donc c'est l'inf de tout entre 0 et 1 de l'intégrale sous mu t de Vt carré dt, ou dt mu t moins la divergence de mu t Vt. Donc vous prenez tous les champs de vecteurs, tous les chemins entre mu 0 et mu 1. Donc mu 0 ici ça vaut mu, et mu 1 ça vaut nu. Donc il prend tous les chemins possibles, à supposer qu'il existe un champ qui vérifie cette EDP au sens faible.
Alors, Brognier, il fait tout avec les mains, hein, mais il peut, lui, surtout quand il démontre des choses comme ça. Ben, si on le fait rigoureusement, c'est encore le bouquin d'Ambrosio Gil Savare, il faut que je suppose que ce soit absolument continu, etc. Mais on s'en fiche un peu ici. Et donc ça, c'est la formulation de Benhamou Brognier. Alors je ne connais plus exactement la date, là. La date de Benhamou Brognier, je sais plus, 2000, à peu près. Il l'applique. Voilà, ils vont vraiment transporter le tas de sable vers du remblai au déblai. Alors moi, j'ai vu qu'en fait, ça, je pouvais mettre un gradient. Donc je peux mettre un gradient. Et ici, ça devient gradient. Donc, ce que propose Otto, c'est de dire, en fait, compte, quand on regarde la formule de Benhamou-Brognier, j'ai ici, là, la norme de la vélocité, et donc, ici, ce n'est rien d'autre que W2 et la distance riemannienne. De la métrique d'Otto. Enfin, ou avec la métrique d'Otto. Donc je pense que c'est comme ça qu'a eu l'idée d'Otto. Alors maintenant qu'on a une métrique, bah, c'est terminé. Tout peut se dérouler à partir de la métrique ici proposée par Otto. Donc on a une métrique, on a une distance riemannienne qui devient la distance W2. Et maintenant qu'on a ça, on peut faire du calcul différentiel classique comme dans Rn. Donc je vous montre comment je le fais, moi, le calcul différentiel, de façon très simple. J'ai besoin d'un gradient. Donc je peux toujours calculer la différentielle de n'importe quel fonctionnel, mais à partir du moment où je parle de gradient, il faut que j'ai derrière une métrique. Alors, je prends une fonctionnelle, f. Par exemple, petit f de mu. Donc ça, c'est bien une fonctionnelle sur m. Je répète, hein, je confonds densité, mesure, c'est pareil pour moi. Et je peux calculer le gradient de f au point mu. Et je sais que ce machin-là, si c'est un gradient, ça appartient t mu m, donc ça va être le gradient de quelque chose. Alors comment le calcule-t-on? Ben, moi, je prends un chemin. Mu t, chemin. Et puis, j'arrive d sur dt de f de mu t. On va faire. On peut faire le calcul ensemble. Donc ça, c'est d sur dt de f de mu t. Bon, ben, ça, je sais faire parce que c'est moins gradient f de mu t fois la dérivée de mu t. Mais dérivée de mu t, c'est la divergence. Pourquoi je fais ça? Si c'est ça. F' de mu t. Donc la divergence de mu t grade phi t. Ah oui, grade phi t, c'est ma vélocité. Ben, je sais qu'il existe un unique. Bon, je peux faire mon intégration par partie. Et c'est grade f' de mu t fois grade phi t. Et on prend par rapport à mu t. J'ai juste fait une intégration par partie. Oui, mais par ailleurs, c'est aussi égal à quoi? Ben, le produit scalaire de gradient de f au point mu t fois mu t point. Dans mon calcul différentiel, maintenant que je définis une métrique, je peux me définir ça. Donc, je n'ai pas le choix, vu que c'est vrai pour n'importe quel chemin mu t. Grade au point mu de f, c'est égal gradient de f' de mu. Bon.
Donc cette façon de coder la vélocité, ça fait intervenir la dérivée seconde de f. Bon, mais c'est pas... Alors, j'ai un exemple. Bon, c'est l'exemple. Hein. F de mu, c'est mu log mu. L'entropie. Et bien, si c'est l'entropie, grade au point mu de f, c'est grade log mu. Donc ça, c'est l'exemple fondamental. Hein, c'est à peu près un des... il n'y a pas beaucoup d'exemples, hein, donc c'est un des seuls exemples qui existent. Et puis, c'était le premier exemple qui est sorti dans le calcul d'Otto. Donc j'ai un gradient, alors je peux définir évidemment le flow gradient, le flow de gradient. Donc mu t est le flow de gradient de f par rapport à W2, enfin à la métrique d'Otto, ben, si mu t point, c'est moins le gradient de f au point mu t. D'accord, les flows gradients, c'est vraiment important parce qu'on va descendre le gradient. C'est comme ça qu'on fait pour atteindre le minimum d'une fonctionnelle. Hein. Donc, c'est vraiment les premières EDP ou les premiers flows hein, qui sont importants. Et donc, le premier exemple découvert par Jordan, Kinderlehrer et Otto, c'est l'équation de la chaleur. Donc, l'équation de la chaleur. L'équation de la chaleur dt mu t, c'est Laplacien mu t. Mais bon, ça s'écrit aussi comme la divergence de mu t grade log mu t. Prendre une solution strictement positive de l'équation de la chaleur sur ma variété. Et là, c'est complètement explicite. Dans mon cas présent, j'ai parfaitement évalué quelle était la vélocité de l'équation de la chaleur, mu t point. C'est moins grade log de mu t. Et puis vu comme ça, c'est complètement évident. C'est pareil que moins le gradient de mu t de l'entropie. Et c'est ça le premier résultat démontré par Otto dans l'algorithme JKO. Donc, l'équation de la chaleur n'est qu'une simple équation d'ordre 1. C'est le flow gradient de l'entropie par rapport à la métrique de Otto. Donc ça, c'est écrit comme ça, c'est absolument simple. Il y en a plein, hein, donc vous regardez de nouveau les livres de DP, donc moi j'aime bien le livre d'Evans. L'équation de la chaleur, c'est le flot gradient de plein de choses, hein, de la norme L2 par rapport à une autre métrique, etc. Alors il n'est pas très clair Otto là-dessus, il dit, il y a plein de métriques, il en cite 2-3. Il dit, mais quand même, elles ne sont pas naturelles, et que celle-là est naturelle. Bon, je ne trouve pas convaincant là-dessus, même si je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas effectivement... En tout cas, c'est lumineux ici. Alors, on peut faire évidemment... Donc, ce qu'ils en font, Jordan, Kinderlehrer et Otto, c'est qu'ils vont écrire un algorithme, une descente de gradient, pour pouvoir calculer de façon numérique la solution de l'équation de la chaleur. Donc il y a plein de cas. Il y a plein d'exemples
Quand je dis plein, ce n'est pas non plus une infinité. Mais par exemple, l'exemple numéro 2 qui m'intéresse, c'est muté. Alors c'est quoi? dt muté, c'est muté à puissance P. P, donc l'équation ce qu'on appelle l'équation des milieux poreux ou l'équation des milieux granulaires. Vous faites le calcul complètement évident ici. Vous n'avez que muté point. Alors il ne faut pas se tromper, c'est pour ça que c'est P sur P-1 grade de muté à la puissance P-1. Vous faites le petit calcul de tout à l'heure. Et donc muté, l'équation des milieux poreux ou des diffusions rapides, pardon, c'est le flot gradient de l'entropie de Rényi RP de mu, donc c'est mu faut passer P à la puissance P-1 par rapport à la métrique d'Otto. Voilà le deuxième exemple de ce genre-là, qui est intéressant en tant que tel. Donc après, voilà, il y a plusieurs exemples, c'est pas non plus... il n'y a pas non plus énormément d'exemples, c'est pas encore... c'est assez récent. Donc j'ai défini ma métrique, ça ne suffit pas, j'ai défini le gradient, mais il faut quand même que j'aille plus loin, il faut que je définisse qu'est-ce que c'est la dérivée covariante. Donc vous avez un chemin, ici muté, que je garde la même notation. Il a une vélocité muté point qui vaut grade phi t. Et puis j'ai un autre élément dans mon espace tangent, et puis je voudrais le dériver, cet élément dans l'espace tangent, mais tout en suivant muté. Donc c'est pour définir la dérivée covariante. Alors évidemment, il y a une infinité de choix, mais on veut que ça soit quand même une connexion. Et donc, j'en prends deux. Donc, psi t1 et grade psi t2 qui appartiennent à t muté de m. Donc, je prends deux éléments, ici, psi t1, et je vais définir la dérivée que j'appelle comme ça, là, d sur dt, de grade psi t1. La dérivée covariante de mon élément de l'espace tangent, mais évidemment par rapport à mon chemin muté. Donc je peux mettre ici, pour se rappeler, que je dérive le long du chemin muté. Alors, ça je ne sais pas ce que c'est, mais je vais tout de suite donner la réponse. C'est que moi, de quoi j'ai besoin, c'est que de garder pouvoir le faire du calcul différentiel élémentaire. Si je dérive mon produit scalaire, ma métrique, le long de mes chemins qui avancent, j'ai besoin d'avoir la formule de dérivation classique. Et j'ai besoin d'avoir ça. Je sais que ce machin-là, il appartient à t muté de m. OK? Mon message, je sais ce que c'est. C'est égal à d sur dt, l'intégrale, le gamma, de psi t1, psi t2. Donc on n'est pas idiot. Quand je dérive ce machin-là, j'ai 3 termes. Donc il veut bien y avoir 3 termes. Et puis chacun va manger un petit peu de l'autre pour qu'à la fin, je retrouve bien le produit scalaire ici et ici. Alors, je vous épargne le calcul est absolument élémentaire.
mais je l'ai oublié. C'est gradient dt psi t. Donc ce sera la même pour psi t2, plus la hessienne de psi t2, psi t1, gradient phi t. Vous faites le calcul dérivé de ça, vous n'avez pas le choix. Et donc vous posez pour que tout fonctionne bien. Il y a une partie qui est assez naturelle qu'on fait dériver psi t1, puis après il y a une partie qui fait qu'on a l'espace tangent évolue en fonction de mu t, et on n'a pas le choix de mettre ça, puis il y a l'équivalent pour l'autre. On est content, alors mais ça ne marche pas bien ça, parce que ce n'est pas un élément de l'espace tangent, ce n'est pas un gradient. Ou si vous voulez, ce n'est pas dans l'adhérence des gradients. Bon, ben, ça ne pose pas de problème. Hein. On met un gros projecteur. Alors comment j'ai noté, moi, sur... donc l'appelle projecteur sur mu t. Donc ça, c'est un projecteur sur... et moi, voilà ma dérivée covariante d'un vecteur de l'espace tangent. Ça ne me pose aucun problème de prendre le projecteur ici, puisque ça ne change rien du tout dans mes égalités, puisqu'on est déjà dans l'espace où il y a un gradient d'à côté. Donc ça ne change absolument rien. Donc ça, c'est ma définition. De ma dérivée covariante. Enfin, la définition proposée par Otto. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément la dérivée covariante, si ça m'intéresse, mais c'est plutôt l'accélération. L'accélération, c'est que je vais dériver la vitesse par rapport à mu t qui est lui-même. D'accord? Donc mu t, que je note mu t point point, comme les physiciens, ce n'est rien d'autre que d sur dt le long du chemin mu t, le grade phi t, ou on peut mettre même mu t point. D'accord? L'accélération, c'est la dérivée des vecteurs tangents. Bon, c'est vraiment des... Je fais du calcul différentiel, un classique. Donc, j'applique ma formule. Bon, on n'a pas tellement de choix. Hein. Plus la hessienne. Fois grade phi t. Parce que psi t, c'est phi t. Je prends l'accélération le long de mu t. Alors, on a de la chance. C'est un gradient, ça. Ça. Si vous n'avez pas le gamma, c'est le gradient de la longueur de grade phi t. Donc ça, c'est égal. Il n'y a plus besoin de prendre la projection, on est content. Mu t point point, dans le formalisme d'Otto, ce n'est rien d'autre que le gradient de dt phi t plus 1/2 de gamma phi t. Donc là, je pense que j'ai à peu près décrit l'ensemble du calcul différentiel dont j'ai besoin. Ah non, non, il manque encore quelque chose indispensable. Bon, si j'ai défini l'accélération, c'est quand même plutôt simple maintenant de définir qu'est-ce que c'est qu'une géodésique. Hein.
Les géodésiques de McCann, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est les géodésiques dans l'espace de métrique d'Otto, dans l'espace de Wasserstein. Maintenant, c'est à peu près la même chose. Donc, ça vérifie. Bah, métrique de. Donc, c'est géodésique à vitesse constante. Donc, ça a une vélocité. On peut enlever le gradient parce que ça va être constant. On peut enlever la constante pour que ce soit égal à 0. Ce qui vérifie ce système. Donc on verra demain, c'est un système d'équation de l'air en fait, hein, sans pression. Et ça, c'est l'équation des géodésiques de McCann. Donc à partir du moment où on a réussi à résoudre ce système extrêmement complexe, pourquoi? Parce qu'a priori, il est faux, il y a des gros problèmes de régularité. Les géodésiques de McCann ne sont pas régulières. Donc, ce que je décris là, c'est quand même assez flou. Hein, ici, on a l'équation d'Hamilton-Jacobi qui ne régularise pas du tout. Et dans la plupart des cas, tout ça, c'est vraiment formel. Pas complètement, mais en partie. Mais en tout cas, ça provient directement du formalisme d'Otto, écrit comme ça. Donc ça, c'est une équation qui est autonome. Hein. Elle ne dépend pas de muter, celle-là, sauf à la condition initiale, phi 0. C'est le phi 0 qui va donner, en fin de compte, la vélocité, la fonction exponentielle dans l'espace de Wasserstein. Hein, ça, c'est l'équation d'une fonction exponentielle. Il suffit de donner la position de départ, grade phi 0, et hop, c'est parti, vous avez la géodésique qui a pour vitesse initiale grade phi 0. Si tout se passe bien, oui. Ça va minimiser localement la distance de W2? Absolument. Ouais, ouais. Si on arrive à résoudre ça proprement, on a exactement le théorème de Benhamou-Brognier qui tombe en une ligne. Si on prend par exemple la géodésique, avec mu0 qui vaut mu et mu1 qui vaut nu, W2 carré de mu nu, c'est égal à l'intégrale de grade phi t d mu t, quel que soit t. Bon, au final, c'est presque partout, mais bon. On a égalité parce que la vitesse, elle est constante. C'est une géodésique à vitesse constante. Donc voilà pour la géodésique de McCann. Pour finir avec Otto, eh ben, il nous faut définir la hessienne. Donc Otto, il a commencé à voir que le quotient de chaleur, c'est le flot gradient. Avec Jordan et Kindler-Lehrer, ils ont démontré que leur algorithme JKO. Et il faut quand même dire que c'est dans le papier avec Otto et Villani, en 2000. Et là, il y a quand même ils vont dire mais il faut calculer cette hessienne qui va être absolument indispensable pour un grand nombre de choses. Hein. Et c'est vrai. Donc, qu'est-ce que c'est que la hessienne? Je reprends une application F qui va de M, l'ensemble des probas dans R. J'ai en tête un truc simple, un F de mu par exemple. La hessienne, bah, je vais la calculer, on va la calculer ensemble. Mu t, une géodésique. Moi, c'est comme ça que je calcule des hessiennes. Je calcule d sur dt, f de mu t. Bon, ben, je sais ce que c'est, ça. C'est le produit scalaire de gradient de f au point mu t point. Mon produit scalaire d'Otto. Donc ça, je sais faire. Je vais dériver une deuxième fois parce que je veux la hessienne, moi. Donc d2 sur dt2 de f de mu t, qu'est-ce que c'est? Alors, je sais que moi, j'avais une connexion. Donc, quand je dérive, il ne se passe pas grand-chose. Il y a ce machin-là, d sur dt. Donc, je ne suis pas obligé de préciser que c'est selon mu t, parce qu'on va selon mu t.
Donc la dérivée covariante de ce machin-là, fois muté, point, plus le gradient de f au point muté, muté, point, point. C'était fait pour que ça marche, quoi. Bon, mais ça vaut 0. Donc la hessienne, dans ce calcul différentiel basique, c'est la hessienne de f au point muté appliquée à muté point, bah, ce n'est rien d'autre que le produit scalaire de d sur dt, dérivée covariante de du gradient, au point muté de f. Voilà, donc ça c'est juste du calcul différentiel élémentaire. Mais c'est ma définition. Donc grâce à ça, ben, les premiers, hein, Otto et Villani, ont pu calculer les différentiels de fonctionnels. On va me dire, moi quand j'ai eu ce papier, j'étais en thèse, on me dit, ok, c'est ça, what else? Pourquoi, à quoi ça sert, etc. J'ai mis 15 ans à me dire, mais c'était vraiment intéressant. Alors, parce qu'il trouvait un calcul, donc il y a deux exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple le plus beau. Je prends l'entropie. Et ils font le calcul. Alors, je vais effacer de l'autre côté. Et ça, c'est un calcul absolument élémentaire. Et c'est pour ça que je n'ai pas, à l'époque, compris l'intérêt. Et il montre que la hessienne, au point mu de l'entropie appliquée à grade phi, donc c'est bien l'ancienne de l'entropie, donc c'est une forme quadratique sur le tangent, appliqué à mu, donc grade phi, ça appartient à l'espace tangent, et mu, c'est la mesure de proba. Et ils font ce petit calcul qui prend 3 lignes. C'est gamma 2 de phi. Ah, j'avais dit que je ne parlerais pas de gamma 2, mais si. J'avais posé la question. Gamma 2 de phi, par définition, c'est 1/2 de quoi Laplacien gamma de phi moins 2 fois gamma de phi Laplacien de phi. Donc c'est l'opérateur introduit par Bakri-Emery dans les années 84. Donc c'est le carré du champ itéré, et c'est pour ça qu'on met un petit 2 en indice. Donc j'aime beaucoup cet opérateur. Et la hessienne de mu et de machin, c'est exactement ça. Alors, peut-être qu'on s'en fiche un petit peu, mais en fait, il y a quand même derrière la formule de Bochner-Tichnirovitch qui dit que ça, ce n'est rien d'autre que la hessienne de phi en norme Ibler-Schmidt au carré, plus le Ricci appliqué à grade phi. Donc ça, ce n'est rien d'autre. Vous calculez ça, vous regardez les termes, et ce n'est rien d'autre que la formule de Bochner qui donne ça. Ça, c'est un calcul qui est assez simple, parce que vous reprenez ma définition du gradient, donc ça c'était facile pour l'entropie, vous dérivez une deuxième fois. Normalement, vous faites une ou deux erreurs de calcul, mais en 3 lignes, c'est réglé. Le deuxième exemple, je vais reprendre celui de l'équation des milieux poreux ou des diffusions rapides, là-bas. C'est que la hessienne de RP, qui est encore définie là, c'est l'entropie de Rényi, au point mu appliqué à grade phi, par un calcul
rusé de la part de Otto, j'ai oublié, il y a quand même, c'est Otto Vestikenberg, qui permet de calculer la Hessienne de l'entropie de Rényi. Il y a une astuce, ça prend 10 lignes, ou alors 30 lignes si on s'y perd, mais c'est assez simple. Hein. Si Otto, il écrit dans 10 lignes dans son papier avec Vestikenberg, il calcule la Hessienne de l'entropie de Rényi. Et ça, c'est simple. Donc il y a toujours ici le Laplacien au carré, facteur de P-1, plus l'opérateur gamma 2, le même, des mu. Alors, on a mis du temps à comprendre, je ne suis pas le seul. Donc ça, c'est un calcul qui n'est pas monstrueux, mais on peut se demander, on peut se dire, tiens, je vais calculer ça. D sur dt de RP, donc l'entropie de Rényi, appliqué à muté. Mais muté, ce n'est pas une géodésique. Muté, ça vérifie l'équation des milieux poreux. Bon, et je vais calculer ça. Bon, ça c'est facile. Ça, on sait très bien faire. Mais je vais ça avec un carré. Je dérive 2 fois. Et si on s'y prend, si on fait ça, ben, on connaissait tout ce que ça veut dire, ça, c'est facile. Muté puissance P, c'est ça, sur P-1. Bon, ben alors moi je sais faire. Je vais faire CCD sur dt. De quoi? Ben, P sur P-1. Muté P-1. Laplacien. Muté à puissance P. D'accord? Et puis vous faites... ah ben moi je suis balèze, je peux faire une interaction en partie, et j'ai une formulation plus jolie. Si vous essayez par ce biais-là de calculer la dérivée seconde, c'est au minimum 4 pages de calcul en LaTeX. Un véritable cauchemar, c'était le but de la thèse de Jérôme Demange, qui a été très courageux, mené à bien ce calcul. Mais il a fait après, il a eu une très bonne thèse, Jérôme. Et à partir de ça, c'était vraiment très bien. Sauf que, eh ben, il n'avait pas vu, il n'avait pas bien compris ça, ou il n'avait pas vu le calcul d'Otto. Et par ce biais-là, à partir du moment où on a calculé la Hessienne, tout devient absolument trivial pour calculer la dérivée seconde de ça. Parce que la dérivée seconde, si je calcule avec le calcul d'Otto, d sur dt de RP de muté, je ne veux pas savoir ce que ça fait, mais c'est grade de RP au point muté, muté point. Ah, ben ça tombe bien, muté point, c'est moins le gradient, parce que donc ça c'est moins gradient de RP au point muté au carré. Et si je veux dériver une deuxième fois, il y a le 2, moins 2, pour le scanner, la Hessienne de RP au point muté appliqué à muté point, multiplié, appliqué au gradient, muté RP. Donc c'est ça. Je fais le calcul différentiel évident. Ce n'est rien d'autre que moins plus 2 fois la Hessienne de, muté au point, de RP au point muté appliqué au gradient RP, gradient RP. Ben, la Hessienne, je l'ai calculée parce que j'ai pris une géodésique et tous les calculs sont simples, elle est là. Si je n'avais pas pris une géodésique, je n'y serais pas arrivé. Et puis le gradient, je le connais. Donc le calcul, qui a mis 4 pages à Jérôme Demange, je ne jette pas la pierre, hein, parce que chapeau qui a réussi à faire ça. Et en fait, un calcul qui prend 3 lignes, à partir de ça, qui prend 5 lignes. Et c'est là, je pense, la puissance du calcul d'Otto. C'est que ces calculs qui sont complètement heuristiques, à partir du moment où je les fais sur un vrai chemin qui a la régularité que je veux, je connais le résultat. Si je connais le résultat, je peux me débrouiller pour le retrouver comme il faut. Pourquoi ça ne marchait pas ici? Je ne sais pas où se trouve la vitesse, je ne sais pas où se trouve la vélocité et la position, parce que tout est confondu. C'est encore marqué là. La vitesse,
c'est grade muté à puissance P-1, et la position, c'est muté. Et je ne sais pas, il y en a des milliers d'interactions par partie possibles. Je ne sais pas où sont les bons trucs. Je ne sais pas si là, j'ai la vitesse, ou là, la position, ou c'est les deux. La vitesse, où il y a un petit peu de position, un peu de vitesse, pour comprendre quels sont les objets. Calcul d'auto, puis on dit, voilà, je sais maintenant très bien, muté point, c'est une vitesse, et la position est là. Et le calcul continue directement. Et puis, ben voilà, je pense que j'ai fini pour le calcul d'auto. Et demain, on met le calcul d'auto et Schrödinger ensemble pour faire Newton. Merci de votre attention.